Nous sommes le lundi 25 mars 2024 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Nous irons encore jusqu'à pratiquement 12 heures, presque 2 heures de temps pour vous donner l'information, une information en toute convivialité. C'est le début de la semaine. Nous vous réservons encore de très grands moments de télévision tout au long de cette semaine dans le cadre justement de l'espace consacré aux démineurs. Le programme c'est Espace Mini au canal 317 sur Canal Plus International. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Tout à l'heure, Patrick Bala viendra nous dire bonjour à sa manière en nous donnant la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est resté égal à lui-même pour ce qui est de la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. On terminera par l'instant de l'analyse et pour ce lundi matin, nous avons choisi de parler des hommes publics avec une interrogation. Quel regard posez-vous sur la vie privée des hommes publics? Quel regard posez-vous sur la vie privée des hommes publics? Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV. Votre fidélité continuera à nous honorer. Et nous commençons par accueillir ceux de nos invités qui répondent déjà présents pour ce lundi matin. Alain Dou, bonjour. Une nouvelle fois, bonjour. Et je suis présent sur ce plateau ce matin. Bonjour comme ça les importants audimats de ce média et de cette émission phare qui monte en puissance dans l'écosystème médiatique du pays et d'ailleurs à l'international sous l'égide de Parfait ici. Bonjour à mes deux co-discutants. Bonjour certainement à toute cette élite que j'imagine aussi déjà très éprise de l'émission parce que tu le disais, tu disais que la première personnalité regarde ton programme. Et ça, ce n'est pas de la blague. Voilà, bonjour à toutes ces petites personnes aussi, telles que nous, présentes ici sur le plateau et qui entendent se faire édifier par tout ce que nous aurons comme échange ce matin sur ce plateau. Alain Douc est journaliste, il nous donnera encore son expertise dans le cadre justement de ce programme. En face de vous, le sucre national, le bonbon alcoolisé des jeunes filles de Mvoreda. Bernardo Basson est en poste. Bernardo, bonjour. Il y a un souci, Bernardo. À quel niveau? Je ne cherche pas les jeunes filles. Vous cherchez les vieilles femmes alors? Ce n'est pas tout blanc ou tout noir parfait ici. Pourquoi tu es comme ça le lundi? On veut savoir. Des femmes d'un âge relativement mûr. Vous n'êtes pas pédiatre? Non. Vraiment, les 22, 23, 27 ans là, excusez-moi. Ah bon? Oui, vraiment. Vous ne savez pas quelle inimitié vous êtes en train de créer dans cette classe, dans cette catégorie de femmes. Il ne faut pas qu'on vienne m'accuser de harcèlement un jour, de détournement de mineurs. À 27 ans, on harcèle? On peut harceler à 27 ans. Harceler, oui, mais pas détourner une mineure parce qu'on est plus mineur. Donc vraiment, ne dites pas le moment des jeunes filles, le moment des femmes. Parce que... Bon, je comprends, c'est plat, tu veux une assiette un peu plus large. Voilà. On écarte les U27. Ah bon? Oui, on est à partir de 27 jusqu'à 50 ans. Et voilà, là c'est bien. Toi, c'est jusqu'à 50 ans? Oui. Pourquoi vous voulez me une femme de 50 ans, ça vous va? Tu me juger, papa, ici? Non, je ne juge personne. C'est juste pour ma culture générale. C'est bien pour ta culture générale. Bonjour à vous. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je dis encore une fois de plus à ceux qui parfois nous font le reproche qu'on n'ait pas une émission du dimanche. Ici, on apporte aussi la bonne humeur. On fait rire les gens qui ont déjà sommeil à 10 heures dans les bureaux. Voilà pourquoi tout le temps, on essaie de mettre un peu d'humour pour que les gens soient détendus. Donc, je suis content d'être là ce matin. Bernardo Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Alors, on en a deux. Il y a la journée mondiale de la publicité. La publicité aujourd'hui, mais surtout celle qui attire mon attention, parce que je travaille en psychologie, comme vous savez, c'est la journée mondiale contre la procrastination. Ça veut dire quoi? Vous savez, certaines personnes ont la propension ou l'habitude de repousser ce qu'elles doivent faire. Ce qu'on peut faire à midi, on dit non, je ferai à 15h, bon, je ferai à 18h, bon, cette fois-ci je me limite 20h et après 20h on dort. Donc la procrastination, c'est une tendance que développent certaines personnes qui est parfois un trouble et qui pousse ces personnes-là à tout le temps remettre à plus tard ce qu'elles devraient ou pourraient faire un peu plus tôt. Donc c'est une vraie difficulté sociale, quotidienne, et il y a quand même de vrais protocoles qu'on soumet
à certaines personnes, qu'on propose à certaines personnes qui en souffrent pour les aider à être mieux actives dans leur quotidien. À ces personnes-là, nous allons quand même leur dire de ne jamais oublier le vieil adage qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez sortir, si on vous dit qu'il y a une viande dans la marmite, il ne faut pas dire que quand vous allez rentrer du boulot, quelqu'un d'autre peut passer par là. C'est clair. Et vous aurez beaucoup de regrets. Beaucoup. La journée mondiale de la publicité également. Oui. Il faut dire que c'est une branche communicationnelle, la publicité. Elle est d'ailleurs enseignée à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication estique. C'est un art communicationnel qui consiste à vendre. Vous pouvez donc vendre les produits commerciaux. Vous pouvez vendre des individus. Quand il dit vendre des individus, c'est pas le con ou bien les femmes là. C'est-à-dire que si vous êtes, vous communiquez pour l'image d'un homme public, un grand footballeur, une haute personnalité, on appelle cela en publicité la vente. C'est d'ailleurs tout un cours, la vente. On vous apprend à vendre des entreprises, à vendre des individus, à vendre les produits au niveau commercial. Bien des choses à tous les publicitaires qui nous regardent. J'en suis un. Voilà. Moi, je n'ai pas de connaissance dessus, du coup, je m'étais. À côté de vous, on accueille notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Le dit fils de Boumnebel, descendant de Oumnobe, Pierre Blériou Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici, et merci de m'associer à votre réflexion de ce matin. Je ne sais pas, Bernardo prendra les bonnes habitudes avec le temps. Il aime trop se justifier. Les gens qui croient que ce n'est pas l'émission du dimanche. Non. C'est une précision, pas une justification. Non, vraiment, ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Vous n'allez même pas passer toute votre vie à vous justifier. Il ne faut même pas passer là, non. Moi, il y a des gens qui me racontent, je ne t'aime pas. Je dis, oui, mais moi, ça ne me gêne pas. Tu dis, moi non plus. Bon, j'aime déjà très peu de personnes. Voilà. Je ne sais ils font... Non, à la vérité, la vie est si stressante que je dis souvent même aux collègues et collaborateurs, dès que j'arrive au lieu de travail, je commence à s'aimer de la bonne humeur. Tout à fait. Je donne moins d'argent à mes femmes que de sourire. Parce que là aussi, c'est pas bon. Oui, je donne plus le sourire que l'argent. Non, la majorité des femmes vont dire qu'elles préfèrent que vous leur donniez beaucoup de l'argent et vous voulez vous garder au sourire. Non, malheureusement, non. Après vérification, les femmes ont plus besoin de la bonne humeur que d'argent. Ah bon? Ça, c'est chez toi. Quand quelqu'un manque de quelque chose, il croit que c'est la chose la plus importante dans la vie. Sinon, les femmes des personnalités autres ne seraient pas malheureuses en couple. L'incompatibilité d'humeur, le psychologue est là, est la première cause de séparation des couples. Ouais, des divorces. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disputent sur tout. Le couvercle de la marmite, ça ne concerne pas l'homme. Les gars se disputent sur tout. Il y a même des couples qui aiment me prendre à témoin blé. Je dis que l'autre là, je ne connais pas. Alors, ils ont cette faculté de ne jamais être d'accord. Quelquefois, ils sont de la même génération et ils ont des conflits de génération. Vous ne les comprenez pas. C'est telle musique, lève sa main. Ils se disputent surtout. Mais il faut beaucoup de bonne humeur pour survivre dans nos conditions. On parle de résilience. Pour en avoir suffisamment, il faut de la bonne humeur. Tout à fait. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que le tandem parfait ici, Blériot, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans nos vies au quotidien, nous faisons rire. Donc, nous ne faisons pas du cinéma ici. C'est naturel. Le père de parfait ici, autant que le mien, sont des gens extrêmement amusants. Tout à fait. Il y a du bonheur à vivre à côté de ces personnes. Donc, ça, c'est une richesse. Il y a des gens tellement secs que tu sais même pas. Et ces personnes vieillissent même vite. Oui, tu vois quelqu'un le sait Alors non, le sourire soignant. Oui, il faut voir certains scientifiques, les psychologues. Le sourire est thérapeutique. J'avais même un grand frère. Le riz, voilà. Et je lui avais fait ce reproche. Quand il était dehors, il mettait de la bonne humeur. Voilà. Et il s'était donné pour principe de commencer avec sa mauvaise humeur dès qu'il abordait son portail. Non, c'est pas bon. Non, grand frère, c'est pas bon. Ces enfants l'ont difficilement vu sourire. Ces enfants demandaient souvent, est-ce que notre père rit souvent? On leur disait oui quand il est avec nous dehors. Non.
C'est vrai que je suis allé dans la maison d'une très haute personnalité de la République. C'est même encore un ministre en fonction, il y a pratiquement 3 ou 4 ans. Nous sommes allés lui rendre visite. Je n'avais jamais vu cette haute personnalité sourire en public. C'est le genre de ministre, même lorsqu'il y a tous les autres ministres dans une grande cérémonie, il est d'abord toujours presque seul dans son coin. Il regarde comme ça. Il ne dit rien. Il ne cause même pas avec les autres ministres. Mais je suis allé dans la maison de cette haute personnalité. Mais le type est même très comique. Oui, je connais la personne. Le type est même très comique. J'ai dit, mais pourquoi le gars c'est juste là de film tous les jours? Non, c'est quelqu'un de très affable. Les gens ne connaissent pas ce côté de lui. De très courtois et étonnant. Ouais. Avec ses collaborateurs, c'est toujours de s'il te plaît, peux-tu... Donc, mais il donne... Alex, je crois que c'est une carapace. C'est une carapace. Vous savez, des fois, quand les gens découvrent que vous êtes gentil, ils veulent en abuser. C'est vrai aussi. Oui, donc moi, j'ai aussi des côtés pervers. Par exemple, ce matin, je sortais de chez moi et j'avais 2 invités qui tenaient à profiter de mon véhicule. Moi, je tenais pas à les porter. Donc, je suis allé très vite. Et vous ne pas les porter. Et vous ne pas les porter. Oui. Bon, je sais qu'ils Merci, me suivent. Mais elles me suivent, ces personnes. Mais vraiment, je leur ai fait ce coup-là. Parce que je ne tenais pas à les porter. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Bon. Aujourd'hui, nous prenons la sagesse de ce matin. Celui qui élève les autres s'élève dans le même temps. On peut reprendre. Celui qui élève les autres s'élève dans le même temps. Ça veut dire quoi? Parfois, ici, vous voyez, je prends votre bras là. Je ne sais pas si la caméra... Voilà. Je soulève le bras de Parfait ici. Ouais. Le caméraman, si vraiment je comprends. tu ne réussis pas à faire. Alors là, il y a combien de bras qui sont en haut? 2. Voilà. Celui qui élève les autres s'élève en même temps. Maintenant, si je fais le contraire, je vous fais comme ça. Toi-même, tu te rabaisses. Moi-même, je me rabaisse. Une sagesse qui peine à passer. Oh, quelle sagesse. Les gens ne font pas attention à ça. Il faut élever les autres. Ça vous élève. Celui qui élève les autres s'élève aussi. Et maintenant, celui qui rabaisse les autres... C'est une loi. Ça baisse aussi. Mais c'est ça. Quand vous mettez les autres en bas, pour les mettre en bas, il faut que vous descendiez avec eux en bas. Merci Pierre Bluriot pour cette autre sagesse. Est encore attendu sur ce plateau Aurélien Ngenja. Il est le directeur général de Capital FM. C'est une radio émettant à partir de Yaoundé. Il a pourtant confirmé sa présence sur ce plateau. Nous espérons qu'il va nous retrouver tout à l'heure. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour aux nombreux téléspectateurs que je suis heureux de retrouver ce matin dans le cadre de ce programme. Vous êtes très bien habillé ce matin, une veste croisée. Vous nous rappelez le président Denis Sassou Nguesso lorsqu'il était bien jeune. Bien évidemment, Parfait, vous savez, j'aime les Congolais. Ah bon? Particulièrement. Et justement, j'apprécie énormément le président Sassou Nguesso. Un sapeur. Oh oui, avec un charisme incroyable. Un sapeur et un charisme à revendre. Ouais. C'est un grand président. Vous savez comment on dit bonjour en lingala? Non. Botenayo. 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 J'ai séjourné un tout petit peu du côté de Brazzaville. Je suis allé couvrir la dernière investiture du président Denis Sassou Nguesso. Et je dis bonjour au directeur de la presse présidentielle de ce côté qui nous a réservé un accueil très chaleureux. Un accueil très chaleureux. Généralement, en lingala, on dit merci Makasi Kitoko. Tu voulais aussi égaliser. Bien sûr, bien sûr. Quand vous voyez Patrick Bala sur ce plateau, sachez que nous allons déjà faire un tour au niveau des kiosques. Patrick Bala, que disent les journaux? Eh bien, parfait, ici les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Van. On parle donc d'Info Matin qui s'intéresse à la présidentielle 2025 avec ce soutien tout azimut d'une Fundi à Paul Biya. C'est d'ailleurs ce que l'on retient globalement de l'ensemble des méga meetings organisés dans les 7 sections RDPC de la ville
ville aux 7 collines. C'était bien sûr hier à Yaoundé 5, notamment où le professeur Laurent Serge Etunzi Ngoua représentait le chef de la délégation permanente et départementale du comité central, Gilbert Timi Evuna. La mobilisation derrière leur champion aura, à l'occasion de cette célébration de l'an 39 du parti au pouvoir, été des plus exceptionnelles sur tous les plans. C'était du côté de l'esplanade du stade Omisport, ici à Yaoundé. Information contenue à la page 3. On parle donc de la Mofoua Famba qui réitère la candidature de Paul Biya à la présidentielle 2025 avec le tri-hebdo d'informations, d'enquête et surtout de reportages, la météo, qui nous fait donc savoir ce jour que sous la conduite de Luc Magloire Mbarga Tangana, chef de la délégation permanente départementale du comité central, hier, c'est le message qui, comme lors de tous les précédents meetings depuis le lendemain de la prestation des serments du chef de l'État en 2018, aura donc une fois de plus et davantage été délivré par les militants et militantes à l'occasion de la célébration de l'an 39 du RDPC. Fait marquant, le département, à travers le ministre du Commerce, justifie, preuve à l'appui, les raisons de son choix à l'homme du renouveau. Information à lire de la page 2 à la page 3 de ce journal, du journal La Météo. On parle donc de cette du RDPC en 39, bien évidemment avec Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana. Le quotidien Capitaux Public revient donc sur l'ensemble du territoire national qui fêtait cette an 39 du RDPC, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec des militants fortement mobilisés pour la célébration de cet anniversaire qui intervient, selon le journal, dans un contexte marqué par les préparatifs des échéances électorales annoncées pour l'année prochaine. Information contenue de la page 9 à la page 3. En attendant 2025, ça se fait donc avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On parle du Sénat et de l'Assemblée nationale avec le messager de Feu Pius Ndjawe qui revient donc sur les maisons de retraite avec des personnages très malades selon le journal et affaiblis par le poids de l'âge. Le président des deux chambres du Parlement reconduit au perchoir après donc une longue et inédite attente de 17 jours, nous fait savoir le journal de la page 2 à la page 3 ce matin. Le Popoli est un peu plus dur ce matin. Le journal satirique revient bien sûr sur cette actualité et titre: les malades regagnent donc leur chambre, mission accomplie. Voilà ce que nous fait donc savoir le Popoli ce matin. Avec 100 détours, on reparle donc de cette réélection au Parlement. Ces choix qui agacent même dans le RDPC. C'est la grande une du journal Sans détours ce matin. On est un peu plus accru avec mutation de Georges-Alain Boyomo qui parle de pourrissement. Que nous veulent-ils? C'est la grande interrogation du journal Mutation ce jour. Le journal parle également au pied de une, notamment en page 5 de cette affaire Martinez-Zogo. Et Mutation nous fait savoir que le procès s'ouvre au tribunal militaire ce jour. C'est d'ailleurs la grande une, parfois ici, de la nouvelle expression sur ce procès concernant Martinez-Zogo. Une affaire qui s'ouvre ce jour. 17 personnes sont concernées. Retour sur les charges et le rôle des acteurs selon l'ordonnance de renvoi signée le 29 février dernier, vous le savez, par le juge d'instruction Pierrot Narcisse Zier. Information contenue à la page 3 de ce journal. Avec la nouvelle, on parle également de cette affaire Martinez-Zogo et de ce côté-là, on parle d'un procès pour l'histoire à retrouver donc en page 3 de ce journal. Quittons l'affaire Martinez-Zogo pour parler de crise dans les régions anglophones avec le Zénith. La pègre dicte sa loi dans le nord-ouest. C'est la grande une de ce journal qui nous fait savoir que bénéficiant du climat chaotique qui règne dans les villes comme Bamenda, une horde de bandits de grands chemins y ont gagné droit de cité et spolient, arnaquent, agressent, rançonnent, même et privent bien sûr des libertés les populations qui sont parfois contraintes de baisser pavillon pour l'organisation des cérémonies de mariage et bien sûr de deuil. Information à retrouver à la page 3 de ce journal.
Parlons de santé financière avec le jour. Le quotidien bleu d'Aman Mana revient sur le port autonome de Douala qui a la cote selon le journal. Ceci à la suite de la COBAC. L'agence de notation financière Bloomfield Investment donne donc une note de A au port autonome de Douala avec une perspective stable, confortant bien évidemment la bonne santé financière de ce port. Il s'agit du résultat d'un vaste processus implémenté depuis 2016 par la Direction Générale Information Contenue à la page 7 de ce journal. Le journal parle également à la page 5 des comités avec les populations qui s'opposent à la construction de l'IUT Bois de Mbalmayo, dénonçant par ailleurs une arnaque foncière. Elles exigent d'être indemnisées avant le début des travaux. Un sitting est d'ailleurs programmé sur le site ce jour. On parle de l'œil du Sahel avec l'enseignement supérieur. L'œil du Sahel nous fait savoir que l'université de Maroua réhabilite les personnes handicapées. Information contenue à la page 4 de ce journal. On termine parfait ici avec le témoin. Le journal revient sur le plein d'œufs du côté de Bagofit et selon le comité d'organisation mis sur pied récemment, ce comité misait sur la participation d'une centaine d'athlètes à la course nationale VTT Chantal Biya. Pourtant, selon la dernière liste rendue publique, plus de 200 athlètes sont attendus du côté de Bagofit Sun City. Les athlètes honorent la première dame Chantal Biya. C'est la grande une de ce journal. C'est d'ailleurs avec cette grande une qu'on referme cette revue de presse acte 2 sur Info Télévision. Vous le savez, la première revue de presse était à 6h. Et 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce prestigieux programme Espace Miné, présenté donc par un prestigieux modérateur parfait ici. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Comme d'habitude, vous ne partez pas. Vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Eh bien, parfait. Ici, on reviendra sur la célébration de l'an 39 du RDPC de façon générale avec nos équipes qui étaient fortement mobilisées dans les différentes régions ou alors dans les différents départements que compte le pays. On reviendra naturellement sur l'actualité du département du Mfundi et bien sûr d'autres dans le Mfundi avec le professeur Laurent Serge Etunzingwa qui a délivré des messages subliminaux à la jeunesse camerounaise pour voter le président de la République en 2025 ou encore le ministre Luc Magloire Marga à Tangana qui était également au Four et au Moulin. Donc on reviendra de façon générale sur ces actualités-là. On reviendra donc sur ces actualités. Laurent Serge Etundingwa, c'est le homme des étoudis. Oui. Voilà. Voilà aussi un autre sapeur. Il aime souvent s'habiller quand même le costume. Il y a presque toujours, comment on appelle ça, la jaquette. La jaquette. En bas. Alors, il aime du 3 pièces. Ouais, 3 pièces. Ouais. Il aime toujours mettre cela. Effectivement. Il est comme son frère et ami Philippe Margambois. Les sapeurs. Généralement, les gars du centre sont de très grands sapeurs. Des très grands sapeurs. Donc, bien des choses donc à Laurent Serge Etundingwa, monsieur le ministre, le professeur, qui était donc à Yaoundé 5 hier, dans le cadre de la célébration du 24 mars, donc la date de naissance du RDPC en 1985. Luc Magloire, lui, il était du côté de la Mofouya Famba. Vous aurez un peu plus de précision ce soir dans le cadre de notre journal, le 20h, mais également le 19h. Patrick Bala? Parfait ici. À demain 10h. À demain 10h, parfait ici. À tout de suite pour la suite. Parce que sur ce plateau, nous combattons les abus de toutes sortes. Parce que sur ce plateau, nous pensons qu'il est normal qu'il y ait une certaine justice, mais également une certaine équité. Vous avez dans votre rubrique la dénonciation. La dénonciation de ce jour. Une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, il y a 3 mois, j'aurais fait cette dénonciation avec beaucoup plus d'énergie. Mais comme vous avez constaté, j'ai compris que ça ne sert à rien. Si c'était le premier cas, je pense que je me serais tu. Mais c'est le énième cas. Alors, beaucoup de parents se plaignent déjà du collège Saint-Benoît. Beaucoup de parents se plaignent de ce que
ils ne sont pas contre les corrections de leurs enfants. Ils ne s'opposent pas au fouet. Mais que ce qui se passe à Saint-Benoît, ce n'est plus simplement de la correction. C'est de l'esclavagisme. Récemment encore, un parent m'a appelé pour me dire que pour son enfant, on lui a carrément enlevé le blazer, la partie haute de l'uniforme, et on l'a fouetté sur le dos. Anormalement et abondamment. Donc, pour ce parent, c'est grave. Et je pense également que c'est grave. On a toujours parlé de fouet en disant qu'il faut un seuil. Lorsque ça devient comme cela, il faut en parler, il faut le dénoncer. Donc ce matin, on dénonce clairement le seuil de violence exagéré qui se pratique du côté du collège Saint-Benoît et on incite les autorités et le gouvernement à prendre acte de cela pour que ça cesse. D'accord. Il faut dire que le collège Saint-Benoît, c'est l'un des meilleurs établissements de la ville de Yaoundé. C'est un établissement confessionnel. C'est un établissement, donc, ils sont catholiques romains, le collège Saint-Benoît. D'accord. Je vous passe la parole à Alain Duc pour un commentaire. Vous savez, je suis de ceux qui pensent qu'en réalité, on ne saurait, en réalité, implémenter une bonne éducation sans certaines petites corrections, appelons-les comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont utiliser la terminologie sévices corporels, etc. Mais je vais quand même citer ici la Bible qui dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ça, c'est dans le livre des Proverbes. La folie est attachée au cœur de l'enfant et la verge saura l'en éloigner. Donc, parfois, des petites corrections s'imposent. Mais il faut que les corrections soient mesurées, soient tempérées, soient, pondérées, équilibrées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir l'impression que lorsque vous infligez la correction, vous êtes dans une situation, une posture de défoulement de vos frustrations. Une posture d'acharnement. Parce que c'est de ça qu'il est question. Maintenant, je pose la question. Parce que là, tel que Bernardo a décrit, j'ai bien l'impression que là-bas, les enseignants sont en train de se défouler, en train de refouler leur frustration. Est-ce qu'ils sont bien payés? Parce que vous savez, quand les gens sont déjà frustrés, ils sont embêtés, ils sont enquiquinés, ils sont peut-être piétinés. Et là, maintenant, c'est des enfants qui vont venir et couper de leur frustration. Même dans leur façon de les encadrer, de les châtier. Qui aime bien châtie bien, vous le savez, c'est écrit. Mais il faut vraiment être mesuré. Se poser la question, vraiment, si j'étais à la place de cet enfant, est-ce que c'est ce genre de furie que j'aimerais subir? Parce que c'est de ça qu'il est la question. Lorsque vous infligez un châtiment jusqu'à l'enfant reste avec, je sais pas moi, des stries, je sais pas moi, où il est carrément blessé en raison de la correction que vous avez infligée. Vous savez, c'est comme ça qu'on fouettait les esclaves. Ah, c'est terrible. On les attachait au poteau. C'est terrible. Et ils étaient torse nus. Et là, le fouet mangeait leur dos. Le fouet mangeait leur dos. Moi, j'aimerais leur dire, chers enseignants, il faut savoir que toute correction doit avoir une vocation à être rédemptive. Vous n'allez pas corriger un enfant jusqu'à ce qu'il dit, mais attention, je n'ai pas affaire à un diable, en fait. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que travailler dans le sens de gagner les gens, pas de les perdre. Parce qu'à cette allure, ils travaillent pour perdre les gens. Non, c'est inhumain et il faut que ça cesse vraiment. Merci, c'est inhumain, il faut que ça cesse selon Alain Duc. J'avoue que je suis un peu gêné dans ces dénonciations. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le collège Saint-Benoît. Ils sont de la même lignée. Et quand vous citez Saint-Benoît, vous avez le collège Vogt, vous avez le collège Jean Tabi, vous avez le collège de la retraite. Pour très excellent dans les résultats. Oui, dans les résultats scolaires. Et c'est vrai que dans ces établissements, Pierre Blériot, il y a une discipline de fer, puisque j'en suis un digne produit du collège Jean Tabi. Mais même quand on était quand même à Jean Tabi, c'est vrai qu'il y avait le fouet. Mais j'avoue qu'il était quand même mesuré. Voilà. Il y avait un monsieur là-bas, c'était notre surveillant général, monsieur Ndjana. Il était d'abord droit comme ça, comme une aiguille. Il était très grand de taille, pour avoir même 1,94 m. Et il fouettait beaucoup. Mais il ne fouettait pas comme si... Voilà.
il y avait Parce que quand tu dis qu'il était grand de taille là, parfait, tu me fais penser à mon prof, monsieur Mbida, au secondaire. Si je suis plutôt très à l'aise en anglais aujourd'hui, bah je le lui dois. Mais il ne jouait pas avec nous. Il m'a tenu en 6e, je l'ai retrouvé en 3e. Et monsieur Mbida, c'était le fou, hein. Oui, Pierre Blériot, on dénonce le fouet exagéré du côté du collège Saint-Benoît. Oui, tout excès a coutume de nuire. Vous pouvez avoir de l'affection pour le collège Saint-Benoît et les autres collèges confessionnels, ce qui est une bonne chose. On peut vanter leurs résultats, ce qui est une bonne chose. Mais là où ils font mal, il faut qu'on dise qu'ils font mal. Ouais. La discipline ne saurait se confondre avec La torture. Et il faut dire que dans les milieux confessionnels, quand on n'est pas très doux, on est très violent. Il faut aller voir le profil des gens qui se chargent de la discipline de ce côté. Personnellement, je condamne un peu les parents qui viennent se plaindre auprès de Bernardo ou d'autres personnes. Parce que moi, si vous tapez mon enfant d'une certaine manière, on va régler ça. Ça, c'est clair. Vous êtes prêtre, vous êtes n'importe qui. On va régler ça. On va régler. Et puis, quand je sais que mon enfant ne reviendra plus dans cet établissement, je vais vraiment régler ça. Donc, bon, c'est vrai que vous non, avez je vais de régler. barbare. Non, je vais régler. En bon bassin. Non, mais je vais régler parce que... Vous irez au coup de poing. Non, je vais régler ça parce qu'il y a quand même une limite. Ouais, c'est clair. On avait un surveillant général au lycée classique et moderne de Bolova. J'avais attiré son attention plus d'une fois sur la violence qu'il exerçait sur les enfants. Il était 2 fois veuf et 3 fois divorcé. Donc, il était d'abord atypique. Oui, il était il avait plein de frustrations. Voilà. Donc, et quand il se mettait à frapper sur un enfant, Vous aviez l'impression qu'il réglait d'autres comptes. donc il a frappé comme ça sur la fille d'un militaire Oh là là. de la GP. Il travaillait à Yaoundé. Le monsieur a voyagé. Il est venu à Ebolva. Il est venu en civil. Il est allé rencontrer le surveillant général. Et il a commencé à parler en toute douceur. C'est le surveillant général qui a élevé le ton le premier. En lui disant que s'il ne veut pas que son enfant soit ainsi fouetté, qu'il le ramène chez lui. Bon, le monsieur a fermé la porte. Et il a copieusement bastonné le surveillant général. Et après, quand ils sont sortis de là, le surveillant était un peu plus correct. Non. Tu as toujours des histoires. On ne vous confie pas les enfants des autres. Même les parents n'ont pas le droit de se déchaîner sur leurs propres enfants. Pas du tout. C'est pas un déchaînement. Moi, je suis d'accord avec le fouet. Mais je dis, ce n'est pas un déchaînement et il ne faut pas confier le fouet à toutes les mains. Oui. Il y a des gens, vous voyez bien qu'il est instable mentalement. Ouais. Quand il frappe sur l'enfant, quelquefois le fouet lui échappe, mais il continue Avec le coup de poing. Est-ce que c'est ce que nous Vous voulons? voyez, il y a des enseignants et tout ça qui frappent sur la tête des enfants. Il y a eu donc, Tout du ça. point de vue de l'éducation, ce que nous appelons des déperditions scolaires. Ne vantons pas seulement les cas qui ont réussi, mais parfait, il y a beaucoup d'enfants qui ont fui les oui. à cause du fouet. Ouais, Ils auraient pu être de bons produits. ouais. Le gars il fuit. Mais il a fui, il n'a pas pu. Et puis ça, c'est un manque de pédagogie et d'intelligence. Platon disait, on n'administre pas la même sanction aux différentes âmes. Non, on adapte. Il y a des enfants qui ne nécessitent pas d'être fouettés. En leur parlant seulement, vous vous rendez compte qu'ils sont des âmes fragiles. Il y a des enfants, si vous le menacez juste, il a très peur. Passez une fois, vous pouvez vous rendre compte qu'il a fait des trucs dans son froc. Oui. Oui, il n'a pas été habitué. Donc, l'enseignant doit être un psychologue en même temps. C'est pas parce qu'on est dans une salle de classe qu'on administre le même traitement. Moi, mes propres enfants, je ne leur administre pas le même traitement. Il y a des gars qui ont besoin de quelque chose de dur. C'est-à-dire que quand tu lui parles, il ne comprend pas. Il y a par exemple David. Lui, il a besoin de quelque chose de dur. J'ai un autre, Kylian Jouffret. Non, lui, non, mon frère. Il ne faut même pas taper sur lui. Il faut lui parler. Dès que je l'ai fouetté une seule fois, il avait 2 ans. Il n'a jamais oublié ça.
Chaque fois qu'il voit quelqu'un faire quelque chose de pas, il dit papa t'as déjà tapé. Papa m'avait tapé, j'ai dormi. Donc, en fait, il faut adapter. Ce n'est pas, il faut pas dire on va taper. Donc, collège Saint-Benoît, il faut vous réajuster. Sinon, les parents doivent faire chorus, venir là-bas et vous corriger aussi. Comme vous corrigez leurs enfants. Non, il faut dire l'émuler des prêtres. Non, vous n'êtes pas en dehors de la réglementation. Vous êtes dans la réglementation. Et vous êtes obligé de garder les enfants là-bas. Parce que les petites menaces du genre, vous ne viendrez. Non, on vous fouette et les enfants viennent à l'école. Merci Pierre Blériot avec tes solutions très compliquées. Bernardo, nous parlons donc du collège Saint-Benoît à Yaoundé. Ils sont nombreux, ces parents qui se plaignent du traitement infligé aux enfants de ce côté. Je peux me tromper, mais je ne pense pas que c'est le cas. Si je dis que peut-être je ne veux pas stigmatiser l'Église catholique, mais je pense qu'elle poursuit un peu dans ses méthodes. Et à un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde sait comment cette religion s'est installée dans nos pays et dans notre continent. Tout le monde sait que les hommes qu'on trouvait et qui n'arrivaient pas à être amadoués par le message biblique étaient battus et tués. Tout le monde le sait. Et les femmes qui restaient étaient couchées et étaient enceintes par certains missionnaires. L'histoire des religions nous rappelle comment est-ce qu'elles sont arrivées chez nous, l'islam et le christianisme. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, on ne peut plus employer ces méthodes. Il ne faudrait plus. Il faut arrêter avec. Deuxième des choses. Comme M. Niemek, on l'a toujours dit sur le plateau, je suis pour le fouet. Parce que, j'ai toujours dit, le fouet n'est pas, jusqu'à un certain seuil, à considérer comme un élément probant de violence. C'est un renforcement. C'est-à-dire, on vous tient un discours oral pour vous donner une direction et on ajoute une pression physique pour que le corps suive la direction que l'esprit doit adopter. Mais, comme je dis souvent, il est question de seuil. Et là, on franchit le seuil de la violence excessive. Et c'est ça qu'il faut arrêter, c'est ça qu'il faut condamner. Parfait, ici, j'ai enseigné à Yaoundé où on frappait vraiment les élèves. Je garde le nom de l'établissement. Et pas dans un seul. Plusieurs fois, j'ai assisté à des scènes dans lesquelles les enfants s'évanouissaient. Oh là là. On frappe un enfant tellement violemment Jusqu'à s'évanouir. qu'il s'évanouit. J'ai assisté à 2 cas dans lesquels les enfants sont entrés en coma. C'est-à-dire le surveillant frappe, l'enfant essaie de résister, le surveillant laisse le fouet et il se met à le gifler, à le frapper sur la tête. Et l'enfant fait une commotion, il tombe, il entre en coma. Un enfant, on lui soulève le pantalon, on le fouette sur les mollets, à tel point que les cicatrices qui restent, lui restent dessus pour 20 ou 30 ans. C'est comme ça qu'on C'est comme ça qu'on fouette les sorciers. Et les esclaves, c'était pareil. Et c'était Que l'enfant l'a tué. Et ces 2 collèges étaient des collèges avec de fortes inclinaisons confessionnelles catholiques. Donc c'est déjà un problème. Il faut s'arrêter pour voir. Vous êtes dans votre confession religieuse. Tous les parents n'y sont pas. Le fouet n'est pas aussi répressif que ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Le fouet est correctif. Donc quelque part, c'est pour apporter un plus. C'est pas pour dégrader, déshumaniser, détruire quelqu'un. Monsieur Niemek, peut-être on dira que parce qu'on est bassa, mais c'est clair. Si mon enfant vient, papa on m'a tapé à l'école, tu as les cicatrices, non. Pourquoi? J'ai pas fait mes devoirs, je suis arrivé en retard, j'ai fait ci. Ok mon fils, demain tu vas plus en retard, il n'y a pas de problème. Papa on m'a tapé à l'école, regarde mon dos. Si je vois les cicatrices, moi j'annonce déjà officiellement que j'ai recruté ma 4e abeille. Elle s'appelle Mireille. Elle s'appelle Mireille. Donc elle entre en stage samedi. Parce que moi ce ne sont pas les essaims d'abeilles que j'envoie. Je t'envoie 2 ou 3.
elle te perturbe. Donc ma cachette, elle s'appelle Mireille, je l'ai recrutée il y a pas longtemps. Donc je l'ai pas fait ici, elle est en stage samedi, pour le moment elle mange encore pour grossir. Tu tapes mon enfant comme ça, même bébé, moi je vais te faire, je vais te faire sentir quelque chose qui chauffe. Parce que tu dois comprendre, il faut arrêter ça. Et c'est comme ça dans beaucoup de collèges. Peut-être chez vous, à Jean Tabi, comme vous dites, c'était mesuré. Non, c'était mesuré. C'est ce qu'on demande. C'était mesuré. Ça veut dire qu'il faut quand même être dans l'équilibre. Et vous savez qu'à notre époque même, c'était une blanche qui était la sœur principale, Madame Pauline Leblanc. Non, elle ne pouvait pas tolérer les choses comme ça. Parfois ici, Est-ce que chez eux même on tape comme ça? ici, Bernard, la correction, que ce soit celle d'un enfant ou d'un adulte, de toute autre personne, ne doit en aucun cas devenir dégradante. Aucunement. Et j'ai vu ce dérapage chez les surveillants généraux. Vous savez, la place de surveillant général est l'une des places les plus ingrates au lycée. On ne sait pas si vous êtes de l'administration ou si vous êtes quelqu'un, parce qu'ils sont souvent aussi mélangés aux gens qu'on a recrutés pour être des surveillants de secteur, des choses comme ça. Et puis c'est des gens qui sont pas souvent contents de leur place pour la plupart. Mais ce n'est pas le problème des élèves. Tout à fait. Même en tant que parent, si vous observez que les conflits entre le père et la mère dégénèrent déjà sur les enfants, c'est qu'il y a dérive. Vous verrez un papa qui tape sur un enfant d'une autre manière. C'est-à-dire, il défoule sur l'enfant ce qu'il voulait faire à la maman. Ou vice-versa. Votre femme tape sur votre enfant. Tu es bête comme ton père. Elle court si fort. Non. Il faut éviter que cela devienne dégradant. Je donne un conseil aux enseignants. Vous n'êtes pas les rivaux des élèves garçons ou filles. Parce que j'ai été dans ce corps 12 ans. Vous voyez un enseignant qui dit « je vais ridiculiser ce garçon ». Non. Ce garçon a l'habitude de marcher avec une fille. L'enseignant désire. Et l'enseignant pense que ce garçon va avec la fille. Et comment si le garçon va avec la fille, c'est de sa génération, c'est pas ton produit là-bas. Non, vraiment, quand vous avez de tels réflexes, vous n'êtes pas un bon enseignant. Les élèves sont nos enfants. Nous devons les corriger avec amour. Et l'enfant n'est pas fou. Quand vous reprenez un enfant avec amour, il le sait. Maintenant, quand vous vous vengez de vos frustrations, il le ressent aussi. Tout à fait. Donc, il faut d'abord amener tous ces surveillants à la... Ce qui se passe, c'est que... Comment on appelle? À l'hôpital Jameau. Ce qui se passe, c'est que beaucoup là, comme vous savez, on les a pris dans les villages des principaux. C'est surveillants, dans les collèges surtout. Deuxièmement, beaucoup ne gagnent pas grand-chose. Ils sont frustrés. Il y a souvent le manque de sexe, tout ça qui monte à la tête là, parce que la jachère les dérange. L'enfant n'est pas là. Et donc, ils veulent déverser sur les enfants. Mais comme je dis, parfois ici, moi j'ai assisté à un cas où un surveillant de secteur dit par exemple que la petite fille ici a donné à 3 collègues. Moi, elle me refuse. Pourquoi? Il l'a fait fouetter. Voilà, il faut chercher à ridiculiser la jeune fille. Parce que, je dis bien, il me le dit, moi j'étais choqué. Je dis, comment tu penses comme ça? Il me dit que tu veux dire que toi tu ne gères pas les élèves. Je mets encore à défi ici. J'ai enseigné à Yaoundé. Qu'une seule élève vient dire que je viens faire la cour. Moi je fais pas des choses comme ça. Non, moi je ne suis pas... Oui, ça c'est moi comme toi. Mais c'est vous dire moi. Non, monsieur mec. Moi je n'ai jamais harcelé qui que ce soit. Comme ça. Mais c'est pas. Mais je ne m'oppose pas aux entraides. Je ne m'oppose pas. Non. Il a les mains sur Je ne fais pas. Je dis que comment un surveillant peut dire que cette fille a donné à 3 collègues, je vais lui montrer, une belle petite fille, et il l'a fait fouetter, elle avait des traces partout sur les fesses. Dans ce collège, on portait les pantalons, dont les filles savent se mettre des pantalons moulants qui tracent parfois leur derrière, et le surveillant voulait seulement fouetter pour que ça bouge comme ça, parce que lui, il voulait voir par le fouet. En fouettant, même la petite fille s'excitait. C'est du grand n'importe quoi. C'est un peu pervers. Bien sûr. Mais pourquoi fouetter donc sur les fesses la petite fille? Parce que c'est d'abord qu'elle vient avec des pantalons. Arrêtez ça. L'esclavagisme est passé. L'esclavage est passé. Éduquer les enfants, utiliser parfois le fouet. Mais si vous n'arrêtez pas, on viendra ici parler, on va saisir le ministère et on va vous sceller pour un moment. Merci beaucoup. Et même votre je sais pas, congrégation ou quoi, chez les catholiques là. Oui, c'est la congrégation.
C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant la dénonciation. Nous réitérons que le Collège Saint-Benoît est un très grand établissement de par les résultats et clair. tout ce qui va avec, mais en même temps, ne fouettez pas de manière Sauvage. exagérée, de manière sauvage. Ce n'est pas du tout bien. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Nous allons d'abord lire quelques messages. C'est vrai que nous avons des petits soucis avec notre WhatsApp ce matin. Nous lisons d'abord donc quelques messages au niveau de la simple messagerie. Bonjour les chefs du micro. Blériot a totalement raison. C'est Juliette Ginette Motogo, votre fidèle téléspectatrice. Autre message ce jour, alors la personne nous dit simplement bonjour. Bon, nous lui disons donc aussi bonjour. Il y a donc ici un autre blagueur, une autre blagueuse qui m'envoie seulement une image là. Comment vous appelez ça en image? Un sticker. Voilà, un sticker. Un garçonnet qui rigole avec des choses sur la tête. Alors que nous sommes sérieux sur ce plateau. Alors, on va revenir tout à l'heure, lorsque nous aurons emmagasiné nos messages sur WhatsApp. Mais en attendant, nous allons prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Blériot, ce matin, nous avons décidé de parler de la vie privée des hommes publics. Quel regard? Essayez de nous définir d'abord les expressions un peu difficiles. Alors, vie privée, homme public. Ça sonne antinomique. La vie privée, c'est tout ce qui relève de la sphère. Bon, j'aime pas. Bon, les autres disent eschatologique, c'est un peu trop. Bon. C'est tout ce qui relève de la sphère fermée. La vie privée commence à la maison, Ouais. au salon, et va jusque dans l'intimité, dans la chambre. La vie privée a aussi à voir avec vos activités religieuses, vos foi particulières. Parce que les gens ne le comprennent pas. La foi que vous avez relève de la vie privée. La religion que vous pratiquez, même si beaucoup de religions semblent se pratiquer en public, relève de la vie privée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à quelqu'un s'il croit en Dieu ou s'il ne croit pas, c'est du ressort de la vie privée. Donc, il y a une sphère qu'on appelle la vie privée. C'est tout ce qui ne vous lie pas directement aux autres. Ce que vous pouvez pratiquer en dehors du grand public, c'est la vie privée. Maintenant, un homme public, c'est celui dont la... C'est quoi un homme public? Voilà, c'est celui ou celle, parce qu'on a consacré l'expression homme public, mais il y a aussi les femmes publiques. Tout à fait. Mais c'est celui ou celle dont les activités le mettent sur la sellette. Il est donc constamment vu par le grand public, par le grand nombre. Ces activités le mettent en contact avec le grand nombre, avec la population. Donc, on classe parmi ces hommes publics les artistes, les hommes de médias, les hommes politiques, Les grands footballeurs, les grands sportifs, ainsi de suite, les grands opérateurs économiques, les hautes personnalités. ce dont, parce que c'est Paul Valéry qui disait, pour parler des hommes publics, il disait que c'est ce dont le reflet a été disséminé autour d'eux-mêmes, au point que l'information qui revient sur eux-mêmes leur échappe. C'est-à-dire ce qu'on dit de vous-même vous échappe. Lorsque votre réputation a été suffisamment disséminée, vous êtes un homme public. Aujourd'hui, il y a une autre nouvelle catégorie d'hommes publics, ce qu'on appelle les influenceurs. Ce sont également des hommes publics, ils sont très connus. Si on cite quelques noms, là, vous vous rendrez compte que quelques-uns d'entre eux sont même plus connus que des personnalités de l'État. Donc tout cela, c'est les hommes publics, ceux qui sont très connus. Ceux qui sont donc très connus sont des hommes publics. Et Blériot a cité quelques exemples. Ça peut être des grands artistes, des grands sportifs, des hautes personnalités, des grands hommes de médias et tout ce qui va avec. On passe la parole à Alain Douc lorsque nous sommes au même niveau de compréhension pour notre problématique. Alain Douc, il y a un souci. Est-ce que c'est parce que vous êtes un homme public qu'on a le droit de parler de votre vie privée en public?
Vous savez, déjà, par rapport aux différentes définitions données par Blériot tout à l'heure, il faut dire que si c'est vrai quand même que sur le plan juridique, les législateurs, selon les pays, se sont quand même arrangés à essayer de donner une définition de ce qu'on devrait retenir de la vie privée. Retenons tout de même aussi qu'il y a des influences culturelles qui créent une espèce de porosité dans l'intelligence qu'on devrait avoir du concept de la vie publique ou de la vie privée. Parce qu'il y a cet élément de culture aussi qui doit entrer en ligne de compte. Parce que ce qui peut être considéré comme de la sphère de la vie privée ici, dans une autre culture, on peut considérer cela comme étant quelque chose tout à fait normal, accessible au public. Donc il faut déjà qu'on retienne ça. Maintenant, concernant même le privé, il y a ce qu'on appelle le privé statutaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités publiques qui, en dépit des dispositions de la loi et des définitions de la loi sur ce qu'on doit retenir de ce qu'on appelle la vie privée, ils s'arrangent eux-mêmes à porter au devant de la scène, à mettre sous les feux de la rampe certains aspects de leur vie privée. Hein, dans le sens de se vendre. Donc il parlait, puisque nous sommes la vente tout à l'heure. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la journée mondiale de la publicité, dans le sens de se promouvoir, de se vendre, de vendre leur image, de se vendre soit politiquement, soit en tant que personnalité importante, personnalité publique du monde du showbiz, etc. Donc il y a déjà ça qu'il faut comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut porter au public? Attention, parce que là, même les plus grands analystes sur le sujet se posent la question, parce qu'il y a même encore un autre élément à prendre en compte qui est la vie secrète. Vous savez, lorsque vous commencez à exercer un magistère public, où vous êtes, comme disait Blériot, mis sur un certain piédestal, etc., et vous décidez, parfois, pour les hommes politiques notamment, des destinées des hommes, on va commencer à fouiner dans votre vie. Parce que les décisions que vous prenez du haut de votre magistère n'engagent pas seulement votre vie, mais la vie de plusieurs personnes. Et là, on se pose des questions, on veut mieux savoir à qui on a affaire, etc., quelles sont ses allégeances. On va fouiller, et c'est justement là où la plupart du temps se trouve le petit problème. C'est cette ligne de démarcation entre ce qu'on devrait retenir entre la vie privée, la vie statutaire privée, et puis maintenant la vie secrète. Et les gens veulent parfois entrer dans le secret, parce que c'est justement dans le secret que se trouvent les véritables causalités d'un certain nombre d'actions menées par la personne publique. C'est dans le secret parfois que se trouve véritablement l'explication des allégeances et d'un certain nombre de décisions que vont prendre les personnes publiques en question. Donc, c'est légitime, et les législateurs continuent quand même toujours à réfléchir, et les sociologues à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut porter au public, qu'est-ce qu'on ne peut pas? Il y a des lignes qui ont été définies, mais ça reste un chantier. Toujours est-il que ma question reste posée. Hein. Oui. J'ai pas été très satisfait. Vous avez dit des choses très importantes, mais ma question, elle reste posée. Oui. Est-ce que le fait d'être un homme public veut dire qu'on n'a plus de vie privée? Parfait, tu Oui, je l'achète. oui. J'ai dit là où commençait la vie publique. Faut pas que la vie privée. Faut pas que les hommes publics se soumettent eux-mêmes à un faux procès. Les choses que vous faites en public, ne les revendiquez plus comme étant de votre vie privée. Quand vous êtes dans un bar, en train de courtiser une femme, ce n'est pas la vie privée. Ah oui, parce que ce n'est pas la vie privée, puisque ce que vous faites là, vous le faites en public. Il faut bien comprendre la sphère de la vie privée. Si vous sortez de la sphère privée pour exercer les activités privées en public, et il vous a dit, il y en a qui par désir de se vendre, ouvrent la porte de leur vie privée. Vous avez des collègues journalistes qui ouvrent leur maison, ainsi montrent la beauté de leurs épouses, la beauté de leurs immeubles et tout le reste. Si demain on commente sur ce que vous avez exposé, vous direz qu'on est dans votre vie privée. Non. Dès que quelqu'un achète une voiture, bon, la voiture on l'utilise en public. Mais si vous amenez les gens dans votre domicile pour voir votre parking, c'est vous qui avez ouvert votre espace privé. Donc les hommes publics ont une vie privée qu'ils se donnent.
parfait, ici, j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux vos biens. Vous n'en avez rien. D'accord. Si quelqu'un parle d'un fluide et vient exposer que j'ai vu tel truc qui appartient à... C'est lui qui est entré dans votre vie privée. Mais si vous invitez les gens à entrer dans ce qui devrait être considéré comme relevant de la vie privée pour le mettre au regard du public, les influenceurs, ils se vendent seulement en montrant leur vie privée ou en s'inventant même Des vies. des vies privées qui n'existent pas. C'est-à-dire un influenceur vient dans la belle maison d'un ami et il se filme et il dit que bon voilà, moi j'habite une maison, j'ai un local de 2 millions le mois. Alors vous vendez votre vie privée. Parfait. Et on va la juger. Pour revenir à ta question. Oui, Alain Douk. Ils ont droit à une vie privée dans le cadre de ce que prescrit la législation. Mais vous voyez, vous allez voir que selon les contextes, notamment aux États-Unis, vous avez vu qu'on perd fort, on va souvent très profond dans la vie des personnalités publiques, même jusqu'au président de la République. Vous vous rappelez les affaires Monica Lewinsky avec, avec Clinton, etc. Ça dépend. Et maintenant, il y a cet enjeu culturel. C'est-à-dire que la réalité sur la vie privée et sa préservation, selon les localisations, les réalités culturelles ne sont pas toujours les mêmes. Alain, donc je voulais corriger un petit ils ont quand même quelque chose. Oui. Si tu permets. Lorsqu'on porte atteinte aux mœurs publiques, cela ne relève plus de votre vie privée. Ça veut dire que si vous commettez en tant qu'homme public un adultère, l'adultère ne relève, puisque c'est une autre infraction, ça ne relève pas de votre vie. Mais je prends un exemple. Dans ce pays, lorsqu'on a sorti la liste du top 50, il faut qu'on en parle. Lorsqu'on a sorti la liste du top 50, on a suivi des personnalités de ce pays dire, et d'ailleurs la plus haute personnalité dit que, bah écoutez, il faut aussi comprendre que ça relève de leur vie privée. Non, c'est des problèmes de mœurs. Non, je dis qu'il y a la première personnalité n'est pas la mesure du... Non, c'est justement, c'est pour ça que je disais, qu'il y a des éléments. Non, si vous êtes homosexuel, ce n'est pas votre vie privée. Bon, là, vous voyez que ce serait très délicat. Alain donc soumet un problème sérieux là. L'affaire du top 50, cette liste des présumés homosexuels qui avait créé une énorme sensation au niveau du Cameroun il y a une quinzaine d'années. On a suivi le président de la République qui est intervenu sur cette affaire. Sujet. Il a parlé de vie privée des individus. Maintenant, vous dites que si une haute personnalité est homosexuelle, ce n'est pas la vie privée. Non, je ne dis pas... Est-ce que la haute personnalité est allée faire cette affaire à la poste centrale? Ni moi, ni le président... Parce que moi, j'insiste sur l'élément de relativité selon les contextes culturels et les localisations. Nous sommes la mesure du droit. S'il y a infraction, il y a dénonciation, et ceux qui font le droit s'en accaparent. Si j'ai des éléments de dénonciation, qu'Alain Douk va avec sa fille en privé dans leur maison, ça s'appelle l'inceste. J'ai pas dit, c'est pas le cas. Non, c'est vrai. Je dénonce Alain Douk et une enquête s'ouvre. Alain Douk ne peut pas répondre que cela relève de la vie privée. Non. Donc les bonnes mœurs sont un élément à retenir. Bon, mais maintenant donc, si un monsieur, lui, il a ses enfants, il a accouché ses enfants, c'est un homme public. Il a accouché ou couché? Non, moi il dit accouché. Il ne m'amène pas sur ce terrain. Alors, un monsieur a accouché ses enfants. En bon matin, on commence à dire partout que ses enfants ne sont pas de lui. Est-ce que c'est pas la vie privée? Non, c'est pas la vie privée. Finalement, non. Alors, qu'est-ce que c'est privé? Qu'est-ce qu'il y a tout. Il y a un flou. Il faut éviter la diffamation. Parce que celui qui dénonce, qui dit que les enfants ne sont pas de vous? C'est ça le problème. Si votre femme dit que vos enfants ne sont pas les vôtres, est-ce que... Mais il y a les tests d'ADN, non, monsieur? Mais voilà, on passe par là. Vous voyez encore... Il y a un test d'ADN qui le dit. Est-ce que ça relève à tout le monde? Une fois que le test d'ADN vous a dit que vos enfants ne sont pas les vôtres, la loi dit que les enfants issus du mariage sont réputés des œuvres du mari. Non, ce n'est pas ça. On ne va pas dire que ici on veut traiter de la légalité de l'affaire dans le sens de dire si sur le point de vue du droit c'est vos enfants ou pas. On veut parler en tout cas je veux dire de l'information, du traitement de l'information autour du sujet. Non, nous n'avons pas le droit en public de dire que ce ne sont pas ses enfants. Si légalement ils sont ses enfants, ce sont ses enfants. Très bien. Parce que c'est ça la difficulté avec le concept de la vie privée. On va passer la parole. Notamment les médias s'en mêlent et traitent
les sujets s'investissent Alain dans Doc. la vie privée des personnes publiques. Il y a Bernardo qui n'est pas là pour le décor. On va permettre à Bernardo d'intervenir. de lui nous donner tout le temps parce donner non que c'est seulement le son expérience, mais son expertise. Et c'est lui le juriste sur ce plateau, parce que ce que nous sommes en train de dire ce matin, il y a une bonne dose de droit qui intervient. Alors, la vie privée des gens publics, quel regard, Bernardo? Un regard protéiforme. Déjà, je suis d'accord avec M. Nimek et pas avec Alain Douk sur un élément. Déjà, le droit ne se réduit pas à la loi. Quand on parle des sources du droit, vous savez, il y a la loi, il y a les principes généraux, il y a la coutume, il y a beaucoup de choses. Mais la loi est impersonnelle. Elle ne varie pas en fonction d'un tel ou un tel autre. Une fois qu'elle est promulguée par l'exécutif, elle s'applique à tout le monde. Si vous commettez une infraction, que ce soit dans votre chambre, dans votre salon ou dans un milieu beaucoup plus exposé, et qu'un tiers vient dénoncer, et qu'il s'agit surtout d'une infraction qui, en principe, conduit à une sanction qui est plutôt grave du point de vue social, croyez-moi, vous n'avez pas le droit d'invoquer la vie privée. Non, je n'ai pas dit que Ça je veut dire cautionnais que ça. Hein. pour le J'ai top- dit, pour le top quelqu'un 50, l'a dit. Pour le top 50, si moi, je passe par votre fenêtre, je vous vois coucher avec un homme, je peux aller dénoncer auprès du procureur, oralement ou par écrit, pour dire qu'il y a ça là-bas. Il ouvre une enquête. Vous n'avez pas brandi la carte de la vie privée. C'est une infraction. Et la loi doit s'appliquer à tout le monde de la même façon. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, c'est que sur le débat parfait ici, à la vérité, les hommes publics n'ont pas vraiment de vie privée. À la vérité, c'est ce que moi je pense. Pourquoi? Non, là, c'est vraiment une opinion. C'est une opinion. Parce que la société est faite de différentes personnes qui voient les choses différemment. Il y en a qui voient en les hommes publics des modèles et qui veulent s'identifier à ces personnes et qui, pour ce faire, vont commencer à fouiner, à creuser pour comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes sont comme ça. Et donc, ça peut être une atteinte à la vie privée. Quand je dis que les hommes publics n'ont pas droit, ça ne veut pas dire qu'ils ne devraient pas avoir. Mais ça veut dire que pour les autres, le besoin de connaître la vie privée des hommes publics est une quasi-compulsion. Si j'admire quelqu'un, M. Yemek admire M. Bell Joseph Antoine, il l'admire, tout le monde le sait. Ouais. Même si M. Bell ne le lui autorise pas, il peut être humainement tenté d'enquêter sur le contenu de la vie de l'homme qu'il admire pour essayer de voir le parcours, la trajectoire, sa femme, ses enfants, son histoire personnelle, afin de renforcer À force éventuellement... d'entrer dans l'individu de cette manière, tu finiras par découvrir des choses comme il a- plus ou moins... Déjà, c'est blâmable. Non, comme il a pris l'exemple de M. Niemek et de M. Bell, je préfère résoudre directement cet exemple. Quand on est bien éduqué, on prend chez l'homme qu'on admire ce qu'il nous montre. On ne va pas au-delà. J'aime vous dire que je passe beaucoup de temps avec M. Bell. Il y a encore quelques jours, nous nous séparions à 23 heures au Bukaru. Mais je ne lui pose pas certaines questions. Non, je vais dire que c'est déjà de la mauvaise éducation même. C'est pourquoi je dis que c'est blâmable. Vous, en tant que particulier, Oui, non, mais c'est de la mauvaise non, mais justement, on fait parler dans ce sujet je ne parle pas de l'enjeu non, je médiatique. parle pas Parce de qu'il y a vous. des médias, Non, je parle pas de les vous. médias sont Alain, à moi je parle pas de vous. Voilà. Je dis, vous admirez un homme public, vous admirez quelqu'un. Il y a une bonne limite. C'est lui qui vous ouvre les portes au fur et à mesure dans ce qu'il veut vous montrer. Et ça, je le dis à l'endroit des jeunes gens qui se retrouvent souvent dans des situations alambiquées. Parce qu'à trop vouloir mettre l'œil dans la vie des gens, vous pouvez même vous tromper ou ramasser ce qu'on ne vous avait pas donné. C'est pour cela Voilà, ça c'est ton avis en tant que particulier. J'aimerais qu'on insiste là-dessus. Que c'est blâmable. C'est blâmable. Parce que la curiosité, jusqu'à un certain seuil, devient l'achat de la mort. Pour qui? Quand vous voulez trop fouiller, c'est la mort. La personne qui fout. Donc du coup, il y a un devoir d'information. Je vous ai dit, dans le sujet en question, il y a le rôle des médias. Alain Douk. Qui ont, justement, Le- il y a les médias- le rôle des médias dans leur devoir d'information. Oui. Et ils sont parfois... Est-ce que les médias informent sur la vie privée des gens? Il y a des Attention, le problème c'est quoi?
Et c'est là tout le problème, parce que nous passons le temps à faire le distinguo, c'est dire... Attendez un peu, moi je suis un journaliste. Oui. Je suis un journaliste, maintenant vous parlez d'un homme public. Alors peut-être moi j'ai une information que tel homme public, peut-être je vais prendre un exemple vraiment osé, hein, mais excusez-moi chers téléspectateurs, puisque nous parlons vraiment de la vie privée. Oui. Alors j'ai donc une information que tel homme public souffre d'éjaculation précoce. Oui. D'accord. Moi en tant que journaliste, je dois venir dire ça à la télé? Non, quel est l'intérêt médiatique d'une telle information? Quelqu'un a eu ça dans le public? Je vous prends un exemple, prenons un autre exemple. Il y a un enjeu civilisationnel autour de la sexualité. On veut adopter une loi qui porte sur l'homosexualité. Oui. Les gens ne sont pas d'accord avec. Les médias se mettent en branle et on va aller fouiller dans la vie du monsieur pour voir mais pourquoi il est favorable politiquement à l'avènement d'une telle loi. Ben là, le journaliste est dans son rôle. Et quand il va aller fouiller pour se rendre compte que même lui-même, il est un homosexuel, c'est pour ça qu'ils veulent nous imposer cela. Ben justement. On prend l'exemple sur l'homosexualité. Non, ça devient compliqué. C'est Bernardo qui avait la parole. On lui remet cette parole. Je vais dire ce sujet-là. Moi, je veux dire deux choses. La première, c'est que dans la société, vous avez l'élite, vous avez la masse. Les actions permanentes de la masse sont orientés vers la compréhension des mobiles qui guident les actions de l'élite. Et à partir de là, la masse régulièrement fouine le quotidien des personnes de l'élite pour avoir des informations afin de se conforter sur un certain nombre de points. Deuxième chose, les hommes publics, à la vérité, devraient comprendre que leur vie privée ne dépend que des actions qu'ils présentent au quotidien. Parce que, si vous vous présentez au quotidien comme étant quelqu'un de vaniteux, quelqu'un de suffisant, quelqu'un de pompeux, le risque c'est que les gens aillent enquêter sur les raisons de votre fortune, se rendent comme vous êtes un pauvre héritier et donc viennent vous détruire sur la place publique. Donc, l'homme public n'a pas de vie privée. La vie privée de l'homme public est tout simplement la mesure qu'il présente sur la place afin que les gens n'aient pas à fouiner dans sa vie privée. Si sur la place publique, il se présente comme un homme qui veut laisser un intérêt particulier sur ce qui s'est fait avant qu'il ne soit là, les gens iront chercher. Pour moi, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc moi, je pense que les hommes publics n'ont pas vraiment de vie privée. Non pas parce que le droit le leur enlève, non, le droit consacre bien cela, mais parce que la masse a tendance à vouloir avoir des réponses à des questions sur des agissements des hommes publics pas faire ici. Quand moi, par exemple, j'ai bouffé ma tontine ici quand j'ai fait une sortie sur mes frères de l'Ouest, moi je suis pas une star, mais je suis quand même un homme public déjà, puisqu'on me voit un pas régulièrement. Je vous dis, les gens sont allés jusque dans le lycée dans lequel j'ai fréquenté, jusqu'à l'IRIC où j'ai fréquenté, pour chercher à avoir des informations sur moi. J'ai pas à m'en plaindre parce que c'est moi qui ai fait une bourde verbale et qui a créé tout cela. Donc si je restais, plus distingué et plus affiné dans mon vocabulaire, je ne vais pas créer cela. Donc c'est l'action de l'homme public en public qui détermine la réaction des personnes à fouiner ou pas sa vie privée. Heureusement pour moi d'ailleurs qu'au lycée, j'étais toujours au premier ou au second, tout le parcours, ce qui m'a évité un certain nombre de problèmes. Parce que si j'avais été... Parfait, il n'y a pas fait l'exemple de l'homosexualité. Vous avez un autre exemple qui vous vient en tête? On est là avec des gars qui roulent carrosse, etc. Ils flambent ci, flambent ça, etc. On se pose quand même des questions à un moment donné. Est-ce que c'est ce qu'on sait aide leur salaire à la base pour le magistère qui a le leur, qui leur permet de mener ce train de vie? La dynamique médiatique se met en branle. On va aller remuer pour savoir est-ce que finalement le monsieur, c'est pas une réalité camerouno-camerounaise, ça c'est valable même ailleurs. On va aller donc fouiner, mais qu'est-ce qu'il fait, hein? Quels sont ses revenus? Quel est son patrimoine? Ça c'est pas la vie privée. C'est au Cameroun qu'on donne l'impression que c'est la vie privée parfaite ici. Au Burkina Faso, il y a ce qu'ils appellent le délit de faciès. Si on vous regarde, on dit que vous êtes professeur de lycée et vous vivez au rythme d'un multimillionnaire, on vous interpelle. Non, même au Cameroun, c'est prévu. Hein. Bon, même au Cameroun, c'est prévu. Voilà. Donc, les activités économiques ne sont pas de l'ordre du mystère. C'est même parce qu'on a bloqué l'article 66 par faire ici. Tout à fait. La déclaration des biens. Les gens doivent dire, pour payer le fisc de l'autre côté, si vous ne déclarez pas
vos sources. Comment on va évaluer ce que vous devez à l'État? Voilà. Les sources des gens doivent être connues. S'il y a des sources mystérieuses, Les gens iront chercher. non, elles sont dangereuses. L'État s'attaque même normalement parce que... Un autre exemple. Vous avez signé... C'est pas là pour donner des exemples. Comme ça, vous avez signé monogamie, vous exercez un magistère public de politique par exemple, etc. Puis on commence à vous voir traîner avec une de ces belles tout le temps dans certains endroits huppés. Et les gens se posent des questions. Bah, il a signé monogamie, mais s'il n'est pas capable de respecter ses engagements vis-à-vis de sa femme, Qui était là quand il signait? non, c'est un exemple, parce qu'on ne connaît pas. Et il n'y a pas les souches au niveau des mérites. Il faut savoir, Alain, donc, on se résume. Hein. C'est-à-dire quoi? C'est l'action public de l'homme public qui incite des personnes à aller fouiller dans sa vie privée. Donc l'homme public n'a pas de vie privée. Sa vie privée dépend de ses actions en public. C'est clair. Et je ne cesse de dire que c'est une opinion. Oui. Ah bon, Bien sûr, c'est une opinion. Que l'homme public n'a pas de vie privée. Parce que c'est bien beau de le dire. Vous ne faites que le dire. Il doit dire Bernard quelque Bon. chose subtilement. Hein. Il dit vous aurez la vie privée que vous voudrez bien avoir. C'est-à-dire qu'un tel qui expose plus sa vie privée en aura moins qu'un tel autre qui l'expose moins. Parfait, ici, je sors par un exemple. Depuis, je vais lire les messages. Ok, hein. oui, papa, pardonnez-moi. Si actuellement j'ai une femme dans ma vie, soyez sûr d'une chose. Vous ne la verrez jamais sur mon statut WhatsApp. Vous ne la verrez jamais sur mes pages digitales. Si je poste trop, je poste son doigt ou sa main. Vous voyez pourquoi, non? Parce que l'idée... Parce que tu crois qu'il y a des gens qui veulent te taper, c'est ça? Parce que je ne trouve pas l'intérêt de l'afficher. Sinon, ça va créer d'autres problèmes. Elle vient d'où? Elle vient de quelle famille? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle a aimé le noir aussi et pas moi le blanc aussi? Pourquoi? Ça va créer d'autres interrogations. Donc, tu préfères... Il y a des gens qui font commerce de ça. Il y en a qui montrent leur femme. Vous voyez? Qui montrent même leur femme avec les concombres. C'est-à-dire, une femme qui utilise le concombre, ça fuit. Ici au Cameroun, Ici au Cameroun, pas ça, ici. moi je n'ai pas eu cette info. Tu n'es pas très informé. Non, non. Mais DG, vraiment, tu n'es pas très informé. Lisons quelques messages. Bonjour El Perfecto. Le collège Saint-Benoît a une belle réputation au niveau des résultats scolaires. Leur score au niveau des sévices corporels est aussi meilleur. Ils peuvent sur cette épreuve avoir aisément un 20 sur 20 dans ce domaine. Là-bas, les élèves sont traités comme des animaux, non pas domestiques, mais comme des animaux sauvages. J'ai fréquenté une année durant, c'était la seule année durant laquelle j'ai semblé vivre en enfer. Les professeurs sont violents, tout puissants, méprisants à l'égard des parents qui sont rien dans la République. Je vous assure, El Perfecto, là-bas ça ne rit pas. Même le principal, prêtre à la base, met la Bible à côté, retire la soutane et te donne la correction de ta vie. C'est signé Loric. Il a fréquenté. Il a fait une année là-bas et c'est comme s'il était aux enfers. Autre message, bonjour Perfecto, il y a tout un panel concernant la dénonciation. Vous savez, un enseignant ne peut pas se lever et commencer à fouetter les élèves. Reconnaissons aussi qu'il y a des enfants qui dérangent. Par exemple, si vous avez affaire à un enfant comme celui qui disait, je cite, tente de descendre ici. Vous faites comment? Je suis d'accord qu'on doit fouetter les enfants pour mieux les éduquer, mais sans excès. La place des enseignants se trouve à l'hôpital Jamou. C'est Pancras de Guidère. Concernant le sujet du jour, lorsque tu es déjà personnalité publique, tu n'as plus de vie privée. C'est Pancras de Guidère. Autre message ce jour, c'est un message qui vient de Ange Dessois. Bonjour Perfecto et le panel. Il y a un média basé. Bon, il a donné le quartier où le média est basé, je vais donc sauter. Disons donc que ce média est basé à Yaoundé. Champion olympique du déballage de la vie privée des hommes publics. Voici plusieurs exemples. Ngonambon et ses vieilles chaussures, et Joël Ndoshi, à l'âge de 15 ans, le loup aux dents longues, ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. C'est Guy Lofombo, de Lofombo TV. Moi, je connais pas ces médias. Hein. Je ne connais pas ces médias. Ce qui est arrivé au préfet relève de la vie privée. Le sous-préfet? Le sous-préfet de... Mais c'était Menganga? Non, Garoua Boulaye. Garoua Boulaye, voilà. Ça relève de la vie privée. On va en parler tout à l'heure. Alors, oh là. Il y a quelqu'un qui m'envoie une image choquante ici, tout ça. Un monsieur qui est couché là apparemment mort avec du sang partout.
Moi, je comprends pas, hein. Bonjour parfait, il y a tout un panel, vraiment, que nos parents prennent leurs responsabilités sur leurs enfants. Si les enseignants ne sont pas bien payés, c'est pas à cause des élèves que les enseignants partent s'apprendre aux membres du gouvernement. Voilà en ce qui concerne toujours cette torture. Voici un jeune Camerounais qui a été abattu à bout portant par la police tunisienne. Je sais pas ce qu'il est noir et sans papier, un migrant. Vraiment, c'est pas notre... Ouais, vous écrivez mal. Pourtant, vous donnez une bonne information, mais on saute, hein. Il m'envoie même l'image du garçon qui est couché mort déjà au Cameroun en question. Autre message, bonjour Perfecto et au panel. Une personnalité publique n'a pas de vie privée quand sa partenaire a une vie publique. C'est mieux que votre partenaire soit anonyme. C'est Boris de Fouda qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour parfait, toujours frais et parfait. Et puis-je avoir les numéros de téléphone du sage Blérugnemec et du Sucre National Bernardo, s'il te plaît. Agréable semaine à vous les démineurs. C'est Nadia depuis Pouma qui envoie le message. De plus en plus, des gens qui demandent les numéros de Bernardo et de Blériot, je leur dis que ils savent là où ces gens travaillent. Il y a aussi trop de paresse, Blériot. Quelqu'un est là... en Simeon. Il ne peut pas venir même à pied, il veut tout sur place et tout ça. Blériot, je donne ton numéro? Oui, il faudra lui... Elle est là. Parce qu'elle s'appelle Nadia? Non, parce qu'elle est à Pouma. Elle a Pouma, d'accord. Bon, Nadia, appelle-moi après l'émission, je vais te donner le numéro de Blériot. D'accord. Autre message, là sur le 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous les démineurs. Ce matin, grand est bonheur de savoir qu'un jeune afro-kémite de 43 ans va être élu président du Sénégal. Je sais que je suis hors sujet, mais excusez-moi, c'est la joie quand on dit aux gens que nous sommes à l'ère du Verseau, à une ère où... Je pense qu'il voulait dire une ère, hein? C'est une ère. Une ère où la vérité va triompher sur le mal. Les gens disent que nous racontons des bêtises. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'Afrique, l'ère où tous les mensonges, les religions et les fausses doctrines seront écrasés. Bientôt, le Sénégal va rejoindre l'AS du Sahel. Le prochain président du Cameroun sera un homme dur, radical, qui lui aussi va rejoindre l'AS du Sahel. Notez-le bien. Est-ce que nos militaires savent même que c'est un jeune militaire de moins de 40 ans qui est président au Burkina Faso? Pourquoi vous faites allusion à nos militaires en parlant de celui qui est au Burkina et tout? Hein, mon ami de l'Algérie. Encore que, objectivement, hein, sans jeter des fleurs à notre armée, je crois que c'est le seul secteur dans lequel Paul Biya a peut-être 9,5 ou 10 sur 10. La défense du territoire camerounais. On est attaqué de toutes parts, notre armée a très bien. Donc on ne peut pas blâmer fondamentalement notre armée. Il y a toujours des casquettes, toujours des brebis galeuses, comme souvent, mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'on devrait blâmer. Il n'est pas en train de blâmer, c'est bien. Nous allons prendre un autre message qui nous vient de très loin également. C'est le plus 880. Ça doit être l'Inde. On est pas Non, de l'Inde. le Bangladesh. Le Bangladesh, d'accord. Oh là là. Un pays que j'aime bien. On est à côté. Le Bangladesh. Bonjour, parfait ici et à toute ton équipe et spécialement à Monsieur Niemek. Concernant la dénonciation d'aujourd'hui, de mon point de vue, le fouet devrait être appliqué seulement à l'école primaire. Au secondaire, les professeurs devraient adopter une autre méthode car à l'âge de la puberté, l'enfant reçoit mal le fouet et ça peut amener l'enfant à se révolter contre son professeur. C'est signé Abdoul. Allons au 241, c'est le Gabon. Le pays que dirige le général Brice Clotaire Oligingema. Bonjour le collège confessionnel de l'information du Cameroun. Il y a des blagues. Il est très égrené, hein. Pour la dénonciation de ce matin, je suis d'avis avec M. Niemek. Mon fils arrive avec des traces sur le corps. J'envoie d'abord le SMS du rendez-vous au surveillant pour que je lui montre ce que le porc mange avant de, disons, d'aller aux toilettes. Il
lui, il était très brutal. Hein. C'est Maloc depuis Libreville qui envoie le message. Alors, au plus 33, hein, c'est la France. Bonjour l'homme parfait. Pour les thématiques du jour, moi j'ai dit oui, même les personnes publiques ont droit à une vie privée. Cependant, étant donné leur visibilité, leur vie privée peut être plus difficile à protéger et peut-être souvent scrutée par les médias et le public. Le jeune quoi, Mahorais Alayan, qui aime le Cameroun depuis la France. Merci pour votre message. Si vous passez du côté des Champs-Élysées, il faudra faire des bonnes photos. Un autre message. Bonjour parfait. Cette affaire de fouet dans les établissements, j'en ai été victime au Comal 2. J'ai discuté une fille avec un bonnier, Hippolyte Fotio, le principal. J'étais constamment battu à cause de cette fille, Trina Badan. Concernant le sujet du jour, on ne montre que ce qu'on souhaite rendre public. C'est Aranda qui envoie le message. Mais toi, tu m'écris après, faut qu'on règle ça. Bonjour Perfecto et à ton panel. Je suis d'accord avec Blériot en ce sens que si vous admirez un homme public, vous devez vous limiter à ses qualités et sa bonne image, car Aimé Césaire a dit, à vouloir scruter le lait frais de trop près, on finit par découvrir les poils noirs. C'est Fernandez Mengue depuis Kribi qui envoie le message. Pour avoir cette mesure, il faut être bien éduqué. Or, dans notre environnement, les gens sont très peu éduqués. Les gens sont juste réactifs. Bonjour Perfecto, ainsi qu'à ton panel. Je voudrais juste comprendre, quand un homme qui mène habituellement une vie privée pose un jour un acte en public, alors nous dit maintenant de cet homme qu'il a une vie publique, c'est Emilio de Bertois. Autre message. Bonjour le patron de la modération camerounaise et à tout ton plateau. En ce qui concerne la dénonciation du jour, Saint-Benoît exagère. Mon petit était en classe de 5e à Saint-Benoît. Un soir, il était rentré avec une bosse sur la tête en disant que c'est son surveillant de secteur qui a attrapé sa tête. Il a collé sur le mur. Il avait commencé avec le tuyau. Il a vu que le tuyau était léger. Il a utilisé la méthode supérieure. C'est Alphonse de Bobogo. Oh là là. Ouais, c'est pas un état dans l'état. Hein. Oh là là. Non, il faut leur porter plainte. Et ils vont répondre in tuite personne. C'est-à-dire vous portez plainte à un surveillant qui a tapé sur votre enfant. Ah ben, c'est lui qui va aller répondre. Autre message, c'est le plus 39, c'est l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Il ne devrait pas avoir de limite concernant la vie privée des hommes publics. Si nos dirigeants ont des vies privées tortueuses, par exemple, si Moulinex passe son temps à rouer son épouse, ses enfants, de coup, on comprend facilement pourquoi il nous sort tout le temps des gros yeux, des serpents affamés et autres. Certains disaient avant que les voyages des billards bon, d'abord, je ne sais pas ce que vous voulez réellement dire. Hein? Tu sais ce qu'il C'est ce que le collège t'invite à donner de part. Je ne sais plus. C'est ce que Ndobo veut dire. Je ne sais pas ce que Ndobo veut dire. Ndobo, il parle des choses qu'on ne comprend pas. Alors, lisons notre message. Bonjour au ninja de la modération. Je suis enseignant de philosophie et je corrige mes apprenants pour des raisons purement cognitives. Par exemple, en seconde et première littéraire, je fouette ces petits lorsqu'ils ne mémorisent pas 2 citations par semaine. Et ce travail depuis 4 ans porte beaucoup de fruits. La preuve, ils sont très reconnaissants. Après le parcours, ma correction est modérée car je n'excède jamais 5 coups. Je tape sur la main en permettant la permutation de main. Le but n'est pas de faire mal, mais d'adapter l'esprit au culte de l'effort. Saint-Benoît, au-delà de cette pratique déshonorante, s'illustre aussi par des effectifs pléthoriques, des instituts confessionnels. Ce collège n'est pas un modèle. Rappelez-vous du scandale de 2021, lorsque le préfet des études avait fait des remontrances à un professeur de français en classe de 5e, et ce, devant les apprenants. Félix Ningué de Mendon.
c'est un problème. Autre message, lisons 2 ou 3 derniers et on reviendra sur ce plateau. Alors quelqu'un dit simplement bonjour, l'étoile d'Espace Mini. Je pense que la personne veut parler de Bernardo. Et la personne avait envoyé un autre message avant où elle a envoyé les cœurs. Quand une femme t'écrit, elle envoie les cœurs, ça veut dire quoi? Non, ça, ce n'est pas de Bernardo dont la personne veut parler. C'est l'ambamoise depuis Kribi. Voilà. C'est peut-être de vous qu'elle veut parler, parfait, ici. C'est pas de Bernardo. Pourquoi vous voulez me coller ça? C'est un vieux message. Elle disait bonjour ma famille. Parfois ici ta présence à Espace Mini fait la joie dans nos cœurs. Prends d'abord tes cœurs et elle envoie les cœurs. Tu disais Bernardo. Ils sont moins chers sur ce plateau. Non, non. Ils sont moins C'est chers. toi le sucre des jeunes filles. Voilà. Elle n'a pas dit sucre. Elle n'est pas- elle Et n'est pas elle a plus de 50 ans. Alors quelqu'un dit ici la discrétion est la première vertu des hommes qui se prédestinent à des emplois publics. Pierre Bleriot-Niemek, au moment où nous parlons donc de la vie privée des hommes publics, une autre préoccupation. Est-ce qu'il y a une manière pour des hommes publics de vivre en société? Oui. Une fois que votre réputation a atteint un certain niveau, Bernardo le disait, vous commencez à être pris pour certains pour un Un modèle. modèle. Et donc, il y a plus de contraintes. C'est bien d'être un homme public, c'est bien d'être connu. Mais il y a le revers. Moi, je suis par exemple quelqu'un qui a un langage très violent. C'est-à-dire, au volant, je balance des colibets. Constamment. Tu insultes. J'ai dit ça en tête. Tu ne devais pas le... Non, moi je veux qu'on soit au même niveau de compréhension. Au volant, je balance des colibets. Seulement, vous savez, la popularité que vous m'avez donnée à Info TV commence à me pourchasser. Ouais. Dernièrement, j'ai dit à un monsieur, mais je crois que ta tête là ne tient pas. Il dit bonjour Blériot. Vous voyez, j'ai eu honte. Moi, j'ai eu le même problème un jour. Je ne sais pas, je suis allé faire des achats à un supermarché. Il y avait donc un problème, on m'a remboursé des pièces. Et ça avait dans les 400 et poussières là et tout ça. Moi, j'ai dit qu'il n'avait pas les pièces. Il dit comment ça? Je ne vais pas faire en sorte que je laisse mes pièces. Il y a donc un monsieur qui était à côté. Il dit, bonjour, perfecto. Donc, je n'ai pas répondu, mais je suis parti. J'ai compris qu'il voulait faire combat et qui fait tu attends 400 francs. Donc, voilà les contraintes. Voilà. Donc, plus on vous donne, plus on réclame de vous. En fait, les gens nous aiment. Parce, si nous, même ceux qui nous insultent nous aiment. S'ils ne nous aimaient pas, ils ne nous regarderaient pas. C'est vrai Il y a aussi. beaucoup d'autres chaînes. Ils nous aiment. Mais ils attendent de nous plus que ce que nous donnons jusque-là. Nous devons donc faire des efforts pour que notre vie publique soit pour le moins exemplaire. Est-ce qu'il est beau de trouver un homme public affalé dans un bar à 2 heures de la nuit? En train de en somnolent. C'est lui qui reste le gardien du bar. Ou bien on dit qu'il est allé avec une femme, ça ne s'est pas bien passé, il n'a pas payé. On le tient au carrefour ou quoi, bah. Des choses, non, ça je dis. La femme dit, tu vas me donner mon argent. Il va se trouver tout de suite. Non. C'est nous, par exemple, qui sommes des hommes publics, devons nous adresser avec beaucoup de tact vis-à-vis, par exemple, des policiers, des à fait. gendarmes. Nous devons être courtois. Nous devons donner le bon exemple. Nous devons quelquefois même aider à solutionner des petits problèmes qui se présentent dans l'espace public. Donc nous devons payer nos factures. Si Eneo vient enlever le compteur parce que tu n'as pas payé, ce n'est pas bon. Donc nous devons être des modèles. Nous devons faire l'effort d'être des modèles. Parce qu'on va encore plus... D'ailleurs, la loi le prévoit. Les gens qui ont atteint une certaine dimension publique, lorsque vous commettez certaines infractions, la loi est plus dure avec vous. Par exemple, en termes d'escroquerie. Parce qu'on se dit qu'on peut facilement faire confiance à Niemek, à Bernardo, parce qu'on les a vus à Info TV. Donc, si vous escroquez des gens, dans ces conditions-là, vous avez des circonstances aggravantes. Très bien. Nous avons donc le devoir d'être des modèles. Bon,
il faut aussi dire, nous ne sommes pas des anges. C'est là où j'en venais. Oui, et c'est la question que je voulais donc poser non, nous ne sommes pas des anges. Je vais m'arrêter là. Alain Douk, qui est un peu plus angélique. Alain Douk, on est d'accord, hein, pratiquement sur toute la ligne, sur ce que vient de dire Blériot. Mais entre-temps aussi, est-ce qu'on ne demande pas aussi un peu trop aux hommes publics? Nous, au-delà de tout, nous sommes d'abord des humains. Justement, on leur demande trop. Ouais. Et Blériot le disait à la mesure de ce qu'on leur donne. Donc c'est comme ça. Avec les grandes charges, les grandes positions, les grands devoirs. Faut jamais oublier ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et la réputation, elle vaut plus qu'un parfum hors de prix. Et c'est là-dessus que les gens doivent travailler. Travailler leur réputation. Les gens aiment travailler sur l'image. L'image qui parfois n'a rien à voir avec eux-mêmes. Leur réalité, leur vrai soi, leur vrai moi. Vous voyez, c'est ça le problème. Travaillons sur la réputation désormais beaucoup plus que sur l'image qu'on veut communiquer aux gens, sur la publicité. De telle sorte qu'on dise, ce monsieur vraiment, il agit dans son magistère de telle façon, et je l'ai côtoyé. Et véritablement, je vous assure que c'est quelqu'un de bien. Sa vie est vraiment en adéquation avec ce qu'il nous renvoie comme image de lui. Vraiment, nous sommes des humains, chacun peut avoir ses petits défauts, mais dans l'ensemble, je peux vous dire que c'est quelqu'un de bien, je l'ai côtoyé, etc. Travaillons sur la réputation. Oui, Bernardo. Je voudrais demander qu'on élude pas le contexte dans lequel nous vivons. Notre société est malade et elle est frustrée. Parfois, pour peu, on en fait des tonnes. On a des personnes qui ne sont pas complètement éduquées et qui ne sont que réactives, qui ne prennent pas souvent le temps d'écouter ou de comprendre, qui ne veulent que réagir. Dès qu'on leur a dit que Alain Douk a volé 10 000, elles ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà. Elles se braquent, elles se versent et elles vous disent tout. L'homme public doit avoir les nerfs solides. Récemment, parfait ici, il y a peut-être 4 ou 5 jours, je me suis fait copieusement insulter sur Twitter. Sauf que, comme on dit souvent, quand on vous insulte, regardez ceux qui vous insultent. Si M. Ngemek, parfait ici, me fait un blâme, je me plie. Si un enfant de 21 ans ou de 22 ans, qui est en perte de repère, m'insulte, moi ça m'amuse. Pourquoi? J'avais l'objectif de rétablir une vérité. Une jeune fille a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle s'est faite bastonner par un jeune homme. Elle mentait. Quand ça s'est passé sur la toile, moi je suis resté tranquille. J'ai pris la peine de convoquer le garçon. La fille a donné sa version. J'ai convoqué le garçon. J'ai pris les messages, j'ai lu. Que le garçon échangeait avec la fille. Je me suis rendu compte qu'elle n'a pas été bastonnée comme elle l'a dit sur la toile. Je suis allé dire à la fille sur la toile que ce que tu as dit n'est pas vrai sur le garçon. Tu as des choses partiellement vraies. Il ne t'a pas bastonné. Des jeunes enfants, des jeunes petites filles de la diaspora sont venus m'insulter. Après, quand même, quelqu'un est venu rétablir les faits et il m'a demandé même pardon. Vous voyez. Mais quand les gens comme ça vous insultent, vous riez. Parce que vous comprenez que c'est des gens sans consistance, sans science, sans connaissance, qui ne veulent que réagir. Donc vous parfait ici, vous m'avez dit sur ce plateau, quand j'arrivais ici, que Basson, tu vas te faire insulter. Ça c'est clair. Mais pour certains, ils verront au-delà des simples mots quelqu'un qui a quelque chose à proposer à sa génération. Vous me l'avez dit. Dans la lancée. Vous m'avez même dit un jour, fais bien la télé, elle te fera aussi. J'ai fait des bourdes, mais je m'améliore tous les jours. Vous avez sûrement remarqué. C'est pour ça que je vous dis, l'homme public doit savoir qu'à un moment donné, il recevra des coups. Parce qu'il en donne aussi. Nous aussi, des coups ici, on en donne. Donc, moi, recevoir, moi, je suis fair play. C'est compris. Perfectement. Alain Douk vous reprend la parole. Ensuite, la même question. Oui. Savoir aussi s'imposer en tant qu'homme public des limites. Il y a des choses sur lesquelles je suis souvent scandalisé. Hein? Vous voyez une personne publique, que ce soit du monde, du show, surtout, parce que les hommes politiques chez nous ne se le permettent pas trop, surtout ceux qui sont dans le showbiz, le spectacle et tout. Il expose tout, hein? Les enfants, etc. Je reste comme ça, je suis perdu. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'ostentation? Parce que quand vous-même, vous ne vous fixez pas des limites. Non, je vous prends un exemple concret. A présenté son enfant comme ça, et puis quand on a commencé à jaser sur l'enfant, il était le premier à être mécontent. On a dit que l'enfant ne lui ressemblait pas. Ah, que l'enfant ressemblait à une autre personnalité publique des médias, des réseaux sociaux, albinos, etc. Il s'est fâché. C'est ça. Quand tu venais présenter l'enfant, tu te dis quoi? Tu avais besoin de présenter cet enfant? Pierre Blériot, autre chose quand même, hein, au niveau du quotidien des hommes publics, est-ce qu'on ne devrait pas également dire à certains
qui ne sont pas les hommes publics, qui admirent les hommes publics, qu'il y a aussi des endroits, quand tu trouves un homme public dans un endroit qui n'est pas très commode, fais comme si tu ne connais pas l'homme public là, non? Il y a un homme public qui s'est plaint. Il me dit, mais parfait, tu te rends compte? J'entre dans un hôtel, là, avec une petite, et là, à l'hôtel, les gens me disent, oh, bonjour, bonjour. Il dit, ouais, est-ce qu'ici, tu dis que tu me connais? Non, Alain donc vous a dit, notre réputation nous poursuit partout où nous allons, comme un parfum. L'homme public, dans les milieux de cette nature, lui-même doit s'entourer de beaucoup de discrétion. Moi, je voulais plutôt aborder un aspect. Allez-y. Il y a chez nous, je ne sais pas si c'est le cas partout, une tendance à croire que les hommes publics sont fortunés. Ouais. Ou qu'ils sont tous fortunés. Tout à fait. C'est pas vrai. Et ça pousse certains hommes publics à adopter des styles de vie qui ne correspondent pas à leur réalité. À s'inventer des vies. Non! Vous pouvez me trouver, m'aider. C'est clair. Non, mais les hommes publics ne sont pas forcément tous fortunés. Enfin, ne sont pas forcément fortunés. Être un homme public, par exemple, un homme de médias, ne veut pas dire que vous êtes riche. Dès que tu arrives, il te dit, il n'y a rien pour nous. En dehors des écouteurs de modérateurs. Ah bon, hein? Il y a un qui m'a dit, elle a monté Anne Rouge. Je gare là, parce qu'il y a une dame qui fait du bon tomba de poisson. Voilà, je connais. Voilà. Oui. Alors, le gars vient. Il ressemble d'abord à un chambriste. Oh, bonjour, perfecto. Bonjour, perfecto. Il dit bonjour. Bon, moi, je suis en train de parler. Il dit, non, perfecto. Il faut quelque chose. Le peuple te regarde. Le peuple te regarde. Il dit, ouais, le peuple. C'est lui le représentant du peuple. Il faut le dire. Bon, ça peut-être, vous savez, nous sommes dans une société un peu difficile à vivre, mais il faut éviter de le laisser croire, parce que j'ai vu un certain nombre de jeunes confrères donner l'impression qu'ils étaient fortunés, et cela les a poussés à des agissements du tout corrects. Tout à fait. La fortune même qu'on peut avoir, je ne crois pas que c'est dans la posture de présentateur d'émission que vous serez fortuné, non. Peut-être que vous ne vendez rien. Vous ne vendez rien. Et les salaires sont connus. Ils sont connus. Pour les meilleurs d'entre nous, peut-être c'est 1 million de francs. Alors, si vous avez 1 million de francs de salaire, ne me dites pas que vous êtes quelqu'un de fortuné. Non, vous n'êtes pas fortuné. Donc, il faut adapter ça. Il y en a même qui ont honte qu'on les voit acheter les choses normalement comme tout le monde. Non. Il ne faut pas vous inventer les vies des grandes stars et de football et autres. Non. Il y a même des gens qui ont ce genre de vie. Parfois, moi-même, je vais au marché. Hein. J'achète du poisson. J'achète la tomate à l'entrée de la poissonnerie. Mais il n'y a aucune honte à vivre. Moi, je le fais. Non. Maintenant, il y a des gens qui se sont inventés des vies, et à s'inventer ces vies-là, ils doivent esclaves. Ils doivent créer les moyens. Quelqu'un a joué dans quelques productions cinématographiques, là, dans le contexte et l'écosystème qui est le nôtre, on sait à quoi ça ressemble, etc. Bah, du coup, il se prend la tête, il se prend pour une star hollywoodienne, on le coach, on lui dit même que, bah, écoute, tu ne dois plus faire agir de tel, tu sais que t'es une star. Il y a des stars comme ça. Lisons encore quelques messages. Bonjour à vous, les valeureux démineurs. Concernant la dénonciation, je dirais que ma nièce avait été battue par son professeur de philosophie et elle s'est évanouie. Et quand j'arrive là-bas avec mon grand frère, je me retrouve que des collègues du professeur de philosophie ont voulu nous dissuader en voulant minimiser la situation. Je m'en suis pris physiquement à lui. Le ton étant monté, le surveillant général s'est amené vers nous pour discuter calmement. Mais j'avais pris ma décision. J'ai fait saisir le parquet pour une plainte contre le professeur et contre l'école pour violation de la loi sur l'orientation scolaire pour coups et blessures. Le professeur a été mis aux arrêts et dommages et intérêts m'ont été reversés. C'est Brady du Douala qui envoie le message. Il continue en disant, l'affaire Njitap a réveillé les vieux démons. Les jumelles de Roger Federer ne sont pas ses enfants. Méfions-nous des femmes. Non, c'est fake. C'est fake. Ce sont ses enfants. C'est fake. C'est une rumeur qui a circulé sur la toile. Vous êtes le médecin? La famille a démenti.
Autre message, c'est le 216, c'est la Tunisie. Alors quelqu'un dit, alerte à toute la famille subsaharienne du Maghreb. Voici notre frère camerounais qui a été abattu à balle ce matin par la garde nationale tunisienne au niveau de Kasserine. Je vois que cette information, c'est une deuxième personne qui m'envoie encore, cette information. Parce que moi, c'est hier déjà que Je vais me regrouper et voir si je peux La te lancer. personne continue en disant, en réalité, leur convoi aurait été pris sur l'eau aux environs de 4 heures du samedi 23 mars. Ils ont été rejetés au niveau de Kasserine par la garde nationale tunisienne le même samedi aux environs de 16 heures. Ce matin dimanche 24 mars aux environs de 11 heures, le jeune a été assassiné par balle à bout portant par la garde nationale tunisienne. Nous prions que toute personne pouvant reconnaître de bien vouloir contacter le numéro suivant et donne le numéro pour plus d'informations. Il m'envoie également la photo du jeune Camerounais déjà mort. Hein. Voilà, il y a le sang qui coule partout. Je pense qu'au sortir de cette émission, nous allons mener une enquête un peu plus profonde. Hein. Et demain, on reviendra avec un peu plus d'éléments pour savoir ce qui s'est passé avec ce jeune Camerounais du côté de la Tunisie. J'ai des gens là-bas que je vais contacter. Autre message que dit la personne, ouais, Blériot, avec un bâton de salaire au Cameroun, tu n'es pas fortuné, ne nous insulte pas, pardon. Non, honnêtement, 1 million de salaire, on n'est pas fortuné. On n'est pas fortuné. Tout dépend des charges. Alors quelqu'un dit ici, perfecto, j'ai mal pour Njitap, les Églisiens sont contents. Njitap a quel problème? Et pourquoi les Églisiens seraient contents? Mais vous savez, ce n'est pas le jour où on mange le chien qu'on attrape La hernie. Si les Églisiens jubilent parce que le cas de Njitap est dehors, il faut attendre juste un peu. Et à Pancras de Guidère qui est blagueuse, elle dit ici, perfecto, le jour que je te trouve en train d'acheter du poisson et de la tomate, tu vas sauf qu'acheter aussi ma part. Il n'y a pas de problème, Pancras. Autre message ce jour, bonjour au magistrat du micro. Et ton riche panel, parfait ici concernant la thématique, les hommes publics ont aussi droit à une vie privée, mais le véritable souci, c'est de pouvoir protéger la vie privée à la place publique. Bonne journée à vous. Autre message, hein? Plus de messages comme d'habitude. Je repars plus 33, c'est la France. Bonjour les démineurs, vous êtes excellents, comme toujours. Je m'éloigne du sujet, mais je sais que vous allez nous donner les vraies infos du tribunal aujourd'hui. Et c'est à cause d'être une personne publique. Quoi? C'est à cause d'être une personne publique qu'on commence à prendre le cœur. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Hein? Qui prend le cœur ici? Nous ressemblons à ce genre de personnes. Est-ce que Blériot peut prendre des choses comme ça? Parfait, ici ne prend pas de la drogue. Bonjour à vos parfaits ici, le king de la modération, de même à tous les panélistes, mais particulièrement à monsieur Bernardo et très grand monsieur Niemek. Je suis très content de vous avoir encore en forme ce matin pour informer, enseigner, redresser les Camerounais et le monde dans son ensemble. Cependant, la dénonciation de ce matin va en droite ligne avec l'actualité de l'éducation nationale du Cameroun. L'école n'est pas un lieu où on devrait exercer la violence, sinon même dans la société, nous serons tous confrontés à des personnes violentes. Il faut cesser le fouet, ça traumatise, ça vulnérabilise, etc. C'est Mévian Ewané, prince, depuis Terre Rouge, qui envoie le message. Chers Camerounais, je vous annonce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci d'avoir encore été là ce matin pour servir. Merci à Alain Duc, il est journaliste. Merci à Bernardo Basson, notre invité permanent, et à Pierre Blériot qui restera mon consultant permanent. Le journal de la mi-journée intervient très exactement dans 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Pour l'instant, nous vous l'avons dit, au sortir de ce studio, on va activer nos réseaux d'information du côté de la Tunisie pour comprendre ce qui s'est passé avec ce jeune Camerounais qui aurait été abattu par la police tunisienne. Restez sur Info TV avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?